Pour ce quatrième entretien, nous voici de nouveau avec Jean-Frédéric Poisson, mais cette fois au siège de son parti, le Parti chrétien-démocrate, devenu VIA, la voix du peuple. Il évoque ici sa vie parlementaire, à laquelle il prend visiblement goût, s'engageant dans les questions sociales qui le passionnent, et obtenant par son travail l'estime de ses collègues, y compris à gauche. Il soutient les gouvernements Fillon, puis combat les orientations de François Hollande, notamment sur les questions dites sociétales. Et tout cela tandis que Christine Boutin se retirant, il devient chef de son parti et participe aux primaires de la droite en 2016. Alors nous allons poursuivre le récit de la vie et l'œuvre, si on peut dire, de Jean-Frédéric Poisson. Cette fois, nous sommes toujours à Rambouillet, mais non pas à la mairie, mais cette fois au siège de votre parti, Jean-Frédéric Poisson, qui s'est longtemps appelé le PCD, qui s'appelle désormais VIA, la voix du peuple. C'est un vieux siège, enfin c'est un siège qui a son histoire. Oui, Christine Boutin s'est installée ici il y a 34 ans. Et le Parti chrétien-démocrate, son ancêtre, Forum des Républicains Sociaux, maintenant VIA, a été créé dans cette salle où nous sommes il y a 19 ans. Et j'y ai moi-même tenu ma permanence parlementaire depuis mon entrée à l'Assemblée nationale en 2007. Nous sommes restés parce que ça convient à ce que nous sommes. C'est implanté dans une ville moyenne, à la campagne, proche de Paris mais pas trop, loin de Paris mais pas trop. Nous avons de l'espace. C'est rare les partis politiques qui n'ont pas leur siège à Paris. C'est vrai, mais comment vous dire, d'une certaine manière, nous avons considéré que c'était pas si handicapant que ça, en réalité. La vie moderne offre des tas de possibilités de tenir des réunions, des rendez-vous ailleurs que dans des bureaux spacieux, grands, donc chers. Et par respect pour nos adhérents et nos donateurs, nous considérons qu'il vaut mieux consacrer nos efforts financiers à autre chose que de payer les mètres carrés dans lesquels nous ne sommes que 5 jours sur 7, dans le meilleur des cas, et pour des surfaces et des prix qui ne se justifient pas toujours. Alors vous voilà chef de parti, ce que vous êtes depuis plusieurs années, d'un parti rénové, candidat à la présidentielle, que vous avez annoncé, ce que vous avez annoncé dans Valeurs Actuelles en juillet 2020. Est-ce qu'on est loin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est loin du jeune homme que vous fûtes, tel que nous vous avons vu grandir? Naissance à Belfort en 63, première partie de l'enfance au sud de la Drôme, au soleil, puis des déboires familiaux, d'une famille modeste. Votre père est obligé de venir à Paris et s'installe en banlieue parisienne pour trouver du travail après une mise au chômage qui a dû vous toucher beaucoup, je crois. D'ailleurs, votre fibre sociale s'explique par bien des raisons, peut-être aussi pour cette raison-là. Enfance contrastée, très indépendante d'esprit, vous lisez beaucoup mais vous n'avez pas l'école. Bien. Et puis un jour, je reviens sur cet épisode tellement marquant, vous avez à peine 19 ans, une révélation, un lien avec Dieu qui vous rend pour toujours chrétien, et chrétien de l'espèce la plus pure, c'est-à-dire celle qui communique avec le Créateur et qui se voue à lui. Évidemment, il y a un lien avec le PCD, avec votre candidature, et avec l'ensemble de votre vie politique. On a vu qu'elle vous menait via, si on peut dire, Christine Boutin à Rambouillet, jusqu'à devenir maire de Rambouillet, à vous y installer, à aimer les chasses. Et il y a un autre lieu qui entre tout à fait dans cette ligne, qui est constante chez vous et parfaite, dont j'aimerais que nous parlions avant d'en venir à ce qui est plus politique ou plus philosophique à travers vos écrits. C'est la ville de Fongombo, qui n'est pas une ville, qui est un monastère où vous faites de fréquentes retraites. La première était justement en 82, après la révélation. Juste avant d'entrer à l'université. C'est ça, dans l'été 82. Vous y allez toujours, Fongombo? Ça fait un petit moment que je n'y suis pas retourné, faute de temps. Ça sera d'ailleurs corrigé dans les semaines qui viennent. Mais j'ai eu la chance d'entrer dans l'église par cette porte-là.
J'y ai découvert un soin liturgique extraordinaire. J'ai compris que tous les gestes sont signifiants, que toute l'organisation matérielle du culte divin a un sens, que s'il y a 3 enfants de chœur au lieu de 2, ça n'est pas du tout par hasard, ça veut dire quelque chose aussi sur la manière dont on rend culte au Seigneur, et un soin particulier, une humilité, un silence, enfin tout ce que beaucoup d'hommes et de femmes modernes recherchent. Le mot soin, oui. La liturgie est très soignée, en effet. Ah oui, jusqu'au jeu des draps, sur les différents autels qui changent pendant les offices. Elle devrait être ça, parce que on est censé offrir au mon Dieu ce qu'on a de plus beau et apporter encore une fois au culte divin un soin extrêmement particulier. C'est une chose que je crois on ne peut pas prendre à la légère. J'ai eu la chance de commencer ma vie dans l'église par ça, de devenir conscient très vite. J'ai aucun mérite, j'étais là, j'ai appris, reçu. Et puis il y a l'attirance esthétique, justement. Ah oui, l'esthétique compte beaucoup dans la foi et puis catholique plus que d'autres d'ailleurs. Le chant grégorien et puis le paysage architectural qui est cette abbaye du XIIe siècle qui est situé dans l'Indre, il faut dire, à quelques kilomètres au nord de la ville, Le Blanc. C'est ça. Et au fond, c'est un lieu merveilleux pour, des jeunes convertis qui veulent approfondir leur foi et leur relation avec Dieu. C'est un lieu merveilleux pour les étudiants qui veulent se mettre au vert pour travailler un peu et une retraite de 2-3 jours. Oui, moi c'était plutôt un format 8-9 jours. Mais ah oui, c'était une longue retraite. Oui, c'est un peu ma maison. Enfin, c'est là que j'ai grandi, que j'ai reçu les premiers sacrements. C'est vraiment le lieu dans lequel ma vie spirituelle s'est ancrée. Ma vie intellectuelle s'est ancrée à l'IPC, et pendant mes études de philosophie, ma vie spirituelle s'est ancrée dans l'abbaye de Fontgombault. Vos premiers sacrements, que voulez-vous dire? J'ai fait ma première communion à l'abbaye de Fontgombault, j'ai été confirmé à l'abbaye de Fontgombault. Oui, c'est ma maison. Ah bon, c'est chez moi. Enfin, c'est chez moi. J'espère que le père abbé m'en veut pas. Et à quel âge avez-vous fait votre première communion? À 19 ans et demi. Ah oui, c'était ce fameux séjour de 82. Ça, exactement. D'accord. Il y a d'autres monastères ou abbayes que vous fréquentez? Non, je suis jamais allé ailleurs parce que, j'ai une propension assez facile à l'exclusivité. C'est-à-dire, quand j'ai trouvé ce qui me convient, je ne cherche pas ailleurs. C'est pas la peine. Même d'autres abbayes bénédictines, parce qu'il faut dire qu'on est chez les bénédictins. Je connais beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres abbayes dans lesquelles je suis passé, j'ai séjourné, etc. Oui, mais aucune n'a autant de sens pour moi que celle de Fontgombault. Il faut dire qu'elle est assez prospère, elle recrute beaucoup. Elle recrute toujours, je crois, oui. Et puis, je l'ai connue il y a 20 ans, il y avait une cinquantaine de... Oui, c'est toujours le cas, je pense. Oh, je crois que le chiffre a augmenté, et puis surtout, ils essaiment, ils créent d'autres abbayes. Ça, il y a beaucoup de signes de santé. Beaucoup de maisons en France, comme à l'étranger d'ailleurs, qui sont le fruit du travail apostolique et des moines, parce que contrairement à ce qu'on croit, malgré le risolement et le fait qu'ils vivent en clôture, les moines ont une activité apostolique et un rayonnement hors du commun. Ils sont informés des choses du monde comme on ne peut même pas l'imaginer. Ils ont fondé une abbaye aux États-Unis, en Lituanie. Voilà, donc non, je n'ai pas je n'ai jamais cherché à avoir d'autres lieux d'ancrage. Donc c'est là que le père abbé, c'est là que les choses se passent pour moi. Le père abbé Donforgeau, qui fut longtemps père abbé de Fontgombault, oui, qui est décédé cet été d'ailleurs, qui vient, je cite son nom parce qu'il vient de disparaître, a une influence sur vous aussi. Non, je le connaissais relativement, oui, je le connaissais quand même, mais pas autant que ce n'est pas le moine que je voyais le plus souvent. Le moine qui était à la fois mon père spirituel et mon ami est décédé maintenant il y a 8 ans. Non, je connais bien le père abbé, je connaissais bien le père abbé Donforgeau, bien sûr, mais ce n'était pas... J'avais pas des relations aussi personnelles, aussi intimes avec lui qu'avec mon père spirituel. Alors, c'est une source, évidemment, un ressourcement pour la vie politique, qui devient très évidente. Après 2007, vous entrez à l'Assemblée nationale. Christine Boutin entre au gouvernement de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Je crois que vous plaisez beaucoup à l'Assemblée. Vous rencontrez beaucoup de monde. Plusieurs personnes m'ont parlé de vous, y compris des députés de gauche, qui ont pour vous beaucoup de respect. Enfin, vous avez une autorité qui en impose sur tous les bancs. Je ne dis pas ça par flagornerie. Non, mais je sais que c'est vrai. Je témoigne de ce qu'on m'a dit. Vous travaillez beaucoup.
quand vous parlez, on vous écoute. Vous avez même des liens avec, je ne sais pas si on peut citer Jean-Jacques Urvoas, par exemple, avec certains députés de gauche. Alors, au début, vous êtes à la commission des affaires sociales, ce qui n'est pas très étonnant, avant la commission des lois, dont vous viendrez vice-président. Pour social ou culturel ou pour quel... Parce que c'est la commission des affaires sociales... Jusqu'en 2008, à partir de 2008, on réforme le gouvernement de la distribution des commissions. Oui, la distribution des commissions. Et donc on crée une commission ad hoc pour les affaires d'éducation et de culture, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et je rentre en 2007 à la commission des affaires sociales, parce que mon tropisme personnel pour la question du travail, les conditions de travail, encore une fois, tout l'univers professionnel en général. Je suis un ancien DRH de l'industrie, j'étais patron d'un cabinet de conseil avant d'entrer à l'Assemblée nationale jusqu'en 2007, spécialisé dans les ressources humaines, l'organisation, donc c'est ma fibre personnelle. Donc très naturellement, quand je suis rentré à l'Assemblée, j'ai voulu intégrer cette commission qui était la commission ad hoc pour traiter ce genre de choses. Et en 2011, alors on sait que ceux qui nous ont suivis savent que vous avez été très marqué par l'IPC, d'inspiration très catholique, même si elle se veut plus neutre religieusement, point de vue religieux, dont vous avez été ensuite président, après avoir été longtemps l'élève. Mais vous reprenez des études et en 2011, vous faites une maîtrise de droit du travail. Master de droit du travail, c'est un droit social, c'est ça. Master, oui, comme on dit maintenant, je crois. C'est ça. J'avais soutenu ma thèse de doctorat en philosophie en 2001 à Paris 4 sur les questions de bioéthique, justement. On va y revenir. Oui. Et puis, en 2011, comme mes électeurs ici m'avaient donné un peu de congé, j'ai pris le temps de formaliser tout ce que j'avais pu acquérir d'expérience, de connaissances plus technique, grâce à mon travail législatif. Et j'ai effectivement passé un master de droit, oui, à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout près d'ici. Très belle université française, en reprenant une partie des travaux que j'avais menés. La commission des affaires sociales m'a missionné pour piloter le premier rapport parlementaire sur la question de la pénibilité au travail que j'ai rendu en 2008. J'ai été la même année le rapporteur de ce qui est, je crois, un des grands textes du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur la question de la représentativité syndicale, c'est-à-dire le fait que pour signer des accords nationaux, des accords de branche ou des accords d'entreprise, avant cette loi, les syndicats étaient désignés et leurs représentants pouvaient signer automatiquement. Le droit de signature, après la loi de 2008, devait s'acquérir par l'élection, c'est-à-dire que les syndicalistes devaient acquérir leur autorité, non pas du pouvoir de l'État qui les désigne par décret, mais du pouvoir des salariés qui les désignent par le vote. Ça a beaucoup changé de choses. Ça a énormément changé de choses. Oui, ça a beaucoup changé de choses. Ça n'a pas modifié beaucoup le paysage syndical. C'est toujours une grande de situation tout de même, hein, le syndicat. Oui, mais pour d'autres raisons, et parce que, comment dire, on n'est pas allé jusqu'au bout en réalité de ce que cette réforme contenait ou impliquait. Mais ça nous emmènerait sur des champs un peu techniques et un peu loin de nos conversations d'aujourd'hui. Pardon d'insister, Jean-Frédéric Poisson. Oh, c'est simple. Vers quelle direction faut-il aller? Parce que la France souffre de syndicats incroyablement sclérosés, pardon. Non, ce ne sont pas les syndicats qui sclérosent la France. C'est le fait que, comment dire, il n'y a pas dans notre pays de culture de dialogue. Ni chez les patrons, ni chez les syndicalistes. Et on est encore beaucoup trop marqué par la lutte des classes qui perturbe, qui instaure un climat de défiance entre les acteurs. Alors, on a beaucoup d'exemples de patrons qui essaient de dialoguer avec oui, mais vous avez aussi beaucoup salariés Oui, mais vous avez aussi beaucoup d'exemples du contraire. Ah bon? Et vous avez beaucoup de syndicalistes qui sont des bloqueurs professionnels, mais il y a beaucoup de syndicalistes aussi qui sont de vrais syndicalistes, qui représentent honnêtement et sincèrement leurs collègues et qui font le travail, qui est le travail des corps intermédiaires. Moi, je suis un penseur social chrétien. Et ce que j'étais comme penseur, je l'ai été comme chef d'entreprise, comme patron de collectivité, comme philosophe, et je l'ai été comme législateur. Il faut des corps intermédiaires. Parce que ce sont les lieux de vie sans lesquels vous ne pouvez pas organiser une société. Dans les corps intermédiaires, il faut que les travailleurs, comme on dit maintenant, puisque c'est le vocabulaire ad hoc, soient représentés et que leurs intérêts collectifs puissent être portés par des représentants. Si vous enlevez ça, alors il manque quelque chose à l'édifice social. Donc la question n'est pas comment on se débarrasse des syndicats, ce qui est une très mauvaise idée. La question est comment est-ce qu'on forme les patrons, les cadres et les salariés
à ce que sont les impératifs et les besoins d'une personne au travail, à ce que sont les besoins d'une organisation et d'une collectivité de travail, et donc à ce que doivent être les échanges normaux entre ceux qui dirigent légitimement ces communautés de travail et ceux qui y travaillent comme salariés. On ne peut pas supprimer tout un pan de la vie sociale française au motif que ça bloque. Ça bloque parce que les gens ne sont pas formés. Il ne s'agit pas de supprimer les syndicats, mais quand même de réformer les conditions du dialogue social. Admettez que ce n'est pas simplement pour des raisons ancestrales et ataviques qu'elles sont mauvaises. Les conditions du dialogue social ne sont pas mauvaises en tant que telles, elles sont plutôt favorables. Enfin, quand on regarde, puisque c'est le Code du travail qui les détermine, quand on regarde les dispositions du Code du travail, la transcription de ces dispositions dans les conventions collectives, il n'y a pas grand-chose qui empêche le dialogue. Il y a des facteurs qui compliquent, il y a des facteurs qui mettent de l'ambiguïté, et ça, il faudrait clarifier ça. Oui, j'ai porté l'idée pendant la primaire 2016 qu'il faudrait réécrire intégralement le Code du travail d'une manière tout à fait qui clarifierait, si vous voulez, le rôle des uns et des autres. Je pense que cet exercice n'est pas fait et que c'est très dommage. Néanmoins, dans l'état actuel du droit, ce sont les acteurs eux-mêmes qui compliquent le dialogue social. Ce n'est pas les textes ni la réglementation qui encadrent ce dialogue. Alors les corps intermédiaires, c'est important pour vous. Ça fait partie du corps de doctrine de votre parti et de la tradition sociale chrétienne. Bien sûr, oui, absolument. Oui, absolument. Qui a été très incarnée par Madame Boutin. Oui, et puis qui est une vieille affaire. Hein. C'est la pensée sociale chrétienne. 19e siècle. Oui, formellement 19e siècle, en réalité un peu avant, mais c'est toujours cette même idée qui est le fil conducteur au fond de ma vie personnelle, même si je l'ai compris que tardivement, comme souvent. Qu'en est-il du respect et de la considération qu'on apporte à l'être humain? C'est ça mon obsession en réalité, c'est ça. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a jamais été guidé que par ça. Que je m'en sois rendu compte au moment où je le faisais, ou alors que je ne l'eusse compris qu'après. C'est ça mon fil directeur. Y compris les questions bioéthiques sur lesquelles nous allons revenir. Et au premier chef, les questions bioéthiques, parce que là, pour le coup, la personne humaine est touchée dans ce qu'elle est, pas simplement dans les conditions de son existence. Ça est très logique, et la logique aussi voulait que vous vous intéressiez un jour aux questions institutionnelles ou constitutionnelles, à l'organisation des pouvoirs, justement, dans la perspective de restaurer des corps intermédiaires que le jacobinisme a beaucoup détruits. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez publié cette année un ouvrage sur les institutions. C'est un des points, en tous les cas, peut-être, sinon l'essentiel, du moins un des principaux points qui explique les malheurs de la civilisation française, de la société française, quel mot utiliser. Et votre ouvrage s'appelle La voix du peuple, justement. Alors, les institutions, il faut les reprendre, ou les reprendre dans le sens précis du terme, c'est-à-dire les retrouver dans leur inspiration d'origine, c'est-à-dire la Ve République. La question est... sommes-nous d'accord, je dis nous, pas seulement vous et moi, mais les Français dans une large part, sommes-nous d'accord pour considérer qu'il y a quelque chose de bloqué en France et qu'on a beau s'évertuer à voter des lois, y compris des bonnes, parfois, ça arrive, même les bonnes lois, finalement, ne changent pas grand-chose. C'est terrible ce que vous dites. Mais je crois que nous sommes nombreux à pouvoir partager ce constat. C'est terrible. Deuxièmement, à supposer qu'une loi soit bonne, elle est susceptible à tout moment d'être martyrisée, soit par un ministre qui l'ignore, soit par une administration qui publie des circulaires en sens inverse, soit par des juges qui ne veulent pas l'appliquer parce que ces lois ne leur plaisent pas. J'en prends pour exemple l'affaire des peines planchées qui a été, quand cette disposition a été adoptée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je pense que c'était en 2008, la moitié de la magistrature a fait savoir Urbé et Torbi qu'il n'était pas question pour elle d'appliquer les peines planchées. Ce qui relève, alors pas de la haute cour, parce que les magistrats ne sont pas membres de gouvernement, ça relèverait d'une sanction immédiate, et si ça ne tenait qu'à moi... Dans tous les cas d'inconstitutionnalité. Ça vaudrait radiation, ça relève de la faute professionnelle. Les juges sont là pour appliquer les lois, pas pour les décider. Donc, ces blocages, ils viennent, oui, de l'incurie d'un certain nombre de responsables politiques, de leur incapacité à gouverner par tempérament, par culture, par des tas de choses, parce qu'ils ne veulent pas. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons. Ça peut venir des lois qui sont faites de travers, mais ça vient surtout du fait que rien n'empêche, ce qu'on évoquait dans une de nos conversations précédentes, il n'y a rien qui aujourd'hui empêche ou contienne l'extension du pouvoir exécutif. Le problème de la France, c'est l'extension
hors de ses limites du pouvoir exécutif. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et alors en 2020, c'est une apothéose d'une certaine façon. En 2020, c'est une forme d'acmé. Là, pour le pouvoir législatif n'existe plus. On n'a jamais vu un truc pareil, pardon d'être trivial, mais le Parlement se couche, le Conseil constitutionnel au mois de mai peut dire, ah ben, finalement, l'article 38. Les lois d'urgence sanitaire, les ordonnances sur la loi d'urgence sanitaire n'ont pas été finalement ratifiées par le Parlement. Ça n'est pas très grave en temps de crise. Ce qui est une violation de l'article 38. C'est une violation. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le Conseil constitutionnel s'assoit sur la Constitution? Ah, ça, c'est un vrai sujet. Le risque que vous êtes devenu en tous les cas. C'est un vrai sujet. Oui, c'est très dérangeant. Ça veut peut-être dire que un jour, je ne sais pas sous quelle forme, parce que l'exercice est très compliqué. Il faudra savoir si on peut envisager des procédures d'appel aux décisions du Conseil constitutionnel et sous quelle forme. Parce que c'est la seule juridiction en France, en réalité, qui prononce des décisions sans appel, ce qui est problématique. Mais où faut-il faire appel? Devant quelle instance? Sous quelle forme? Ça veut dire certainement que dans le cas d'interprétations de cette nature qui sont à l'évidence exorbitantes des pouvoirs même du Conseil constitutionnel, il faut que le Parlement soit ressaisi automatiquement pour donner des règles nouvelles. Et puis, je crois qu'il doit y avoir aussi une forme de sanction et d'appel à la responsabilité. Il n'y a aucune raison que les membres du Conseil constitutionnel sont protégés par leur statut, très bien, sont élus, ou désignés, pardon, par les autorités politiques pour 9 ans. Pourquoi pas? Mais quand ils soit renoncent à exercer leur pouvoir, soit quand ils le détournent, il devrait y avoir des procédures d'empêchement, de démission, de renvoi. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls au monde à échapper à toute forme de sanction quand ils trahissent de manière aussi évidente leurs propres fonctions. Il y a beaucoup de choses dans votre dernier livre, La Voix du peuple, des propositions de réforme très intéressantes, le retour au référendum pour commencer, mais aussi une réhabilitation du pouvoir législatif. On comprend pourquoi vous y tenez. Ça fait aussi partie des corps intermédiaires d'une certaine façon, qui empêchent l'État d'excéder, en tous les cas l'exécutif d'excéder, sortir de son rôle, et il le fait dans un contexte où les fondements de la civilisation, vous le rappeliez lors d'une précédente conversation, c'est-à-dire l'inviolabilité de l'homme, sont eux-mêmes détruits. Donc la porte est ouverte à tout, y compris au totalitarisme. Oui. Quand je lis votre dernier ouvrage, je vous trouve, j'espère que vous n'avez pas sauté au plafond, d'ailleurs je crois que non, mais je vous trouve d'un gaullisme intégral. C'est pas, je fais partie des gens pour lesquels je retrouve le général de Gaulle. Ça n'est pas un déshonneur. À chaque page. Enfin, au moins, quant à l'inspiration de la Ve République. Je penserais le général de Gaulle des dérives de sa propre constitution aujourd'hui. Ça serait s'il a déjà dit un tourment. Il a déjà dit un peu ce qu'il en pensait pendant qu'il était en responsabilité. Et il l'a dit presque de manière anticipée dans toute la période 46-58, pendant laquelle il a regardé de manière extrêmement précise la vie politique de la France. Moi, je n'ai jamais adhéré à un parti gaulliste, à supposer qu'il en reste un d'ailleurs, ce qui est un autre sujet. Rassurez-vous, il n'y en a absolument pas. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu l'occasion d'y adhérer. Certainement. Voilà, Madame Boutin d'ailleurs, quand je suis rentré à son service dans ce lieu même, il y a maintenant un quart de siècle, était à l'UDF. Donc, à l'époque, les relations entre l'UDF et le RPR étaient ce qu'elles étaient, donc nous regardions de loin, comme dit l'autre. Donc la question ne s'est jamais posée. À l'occasion du travail que j'ai fait sur ce livre, avec la conviction que prenez toutes les lois que vous voulez, cette conviction qui animait l'écriture de cet ouvrage est la suivante. Prenez toutes les lois que vous voulez, si vous ne redistribuez pas les pouvoirs de manière équilibrée, et si vous ne redonnez pas toutes il se passera rien. Leurs responsabilités, toutes leurs prérogatives, toutes leurs libertés, aux acteurs vrais, je mets des guillemets, de la société française, jamais il ne se passera rien. C'est-à-dire des acteurs sociaux. C'est-à-dire vous, moi, les entreprises, des syndicats, les associations, des familles, des entreprises, les groupements patronaux, les collectivités territoriales, etc. Oui, c'est ça. Si vous ne leur redonnez pas toutes les prérogatives dont ils ont besoin pour vivre, parce que la question c'est la respiration naturelle d'une société. Exactement. Alors il ne se passera rien. Et ce qui vous donne un point commun avec les libéraux aussi, même si vous n'acceptez pas tout à fait. Si, tout dépend ce qu'on entend par libéral. Le mot est inutilisable à force d'être... C'est tellement valise que ça veut tout et rien dire. Peut-être en faire l'économie, voilà, mais enfin... Oui, c'est ça, vous n'êtes pas du tout anti-libéral. Non, je suis favorable à l'économie de marché. Encore une fois, ma philosophie de référence, c'est la pensée sociale chrétienne, qui n'est pas l'ennemi de l'économie de marché, qui est l'ennemi de la cupidité, qui est l'ennemi de la marchandisation de toute chose, qui est l'ennemi du bénéfice et du profit à tout prix. Oui, je suis adversaire de ça, et de la loi du plus fort.
ça qui est aussi une forme de libéralisme, évidemment, ça ne peut pas être ma position. Mais il faut dire que nous ne sommes pas dans une société, contrairement à ce que les nigauds répètent, nous ne sommes pas du tout dans un monde ultralibéral, c'est pas vrai. Nous sommes dans un monde anti-libéral à bien des égards. Alors, sous le rapport de la puissance de l'État, c'est certain. Sous le rapport du règne absolu de l'individu sur ses propres fins, ses propres décisions, ses propres orientations, alors ça, c'est profondément libéral. Pour le coup, là, il n'y a pas de... Philosophiquement, on s'entend. Pas ceci, il faut distinguer le libéralisme politique du libéralisme philosophique et du libéralisme économique. Clairement, nous sommes dans un monde qui n'est pas tout à fait... En fait, c'est mitigé, en tout cas, sur le plan économique, qui n'est pas tout à fait libéral. Non, avec un taux prélèvement. Gérald de Gaulle disait, après 35%, on entre dans le sur le plan collectivisme. Philosophique, nous y sommes de manière absolument certaine. Et sur le plan politique, plus ou moins. La démocratie étant... la démocratie élective... Sous Macron, pas beaucoup. Hein. Non, parce que nous voyons nos libertés se raboter régulièrement. Et donc, je reviens à votre question initiale, c'est qu'au fond, il ne peut pas y avoir de redressement du pays sans que les acteurs, c'est-à-dire les corps intermédiaires et les citoyens, récupèrent l'intégralité des responsabilités dont ils ont besoin pour vivre. C'est ça le sujet. Une fois qu'on leur a redonné ces responsabilités, alors d'une certaine manière, par différence, on attribue à l'acteur public et à ses différents échelons ou à ses différentes natures de pouvoir des responsabilités qui ne peuvent pas être exercées par le peuple. Et elles sont de plusieurs natures, elles sont pour certaines législatives ou réglementaires, ça relève du Parlement, du pouvoir réglementaire de l'État. D'autres relèvent de fonctions que seul l'État peut assurer parce qu'il a seul la légitimité pour le faire, c'est le cas de la sécurité ou de la justice. D'autres parce qu'il est le seul à avoir les moyens financiers de le faire, c'est le cas d'un certain nombre d'investissements ou de programmes de recherche ou de grosses infrastructures. Bref, on le fait par différence, on ne le fait pas d'emblée, on donne tout à l'État qui, dans sa magnanimité, sa grandeur d'âme, redistribue un petit peu de ses prérogatives ou non. C'est-à-dire que on revient à la société subsidiaire. Alors, c'est un gros mot, subsidiaire, ça veut dire celui qui peut faire quelque chose là où il est, alors il doit pouvoir le faire. Et il ne confie ça à un échelon supérieur d'autorité que si il n'est pas en situation de l'assumer lui-même. Et mis en accusation ici aussi bien l'État-nation que l'Union européenne telle qu'elle est comprise, et la conception Bruxelles. Bien sûr. Qui n'a rien de subsidiaire. Non, mais bien que la subsidiarité soit un mot présent dans les traités européens. Et oui, mais c'est un mensonge. Mais dans un sens inverse. C'est-à-dire, nous plaidons, moi je plaide pour une solidarité qui s'appuie sur le rôle des acteurs et la réponse et la satisfaction de leurs besoins. Je dis encore une fois, qu'est-ce qui détermine la responsabilité qu'on confie à quelqu'un? Réponse, ce dont il a besoin pour vivre. Pas ce qui plaît à tel ou tel philosophe, penseur, système de... Non, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour exercer les moyens de mes décisions. Si j'ai une famille, j'ai le droit d'élever mes enfants comme je veux. Donc j'ai le droit de les envoyer à l'école que je veux. Donc je leur apprends la langue que je veux. C'est ça. Une fois que j'ai fait ça, il faut que quelqu'un me protège, m'aide à me déplacer, etc. Et là, comme je ne peux pas le faire tout seul, et qu'il vaut mieux pas qu'on ait à se protéger tout seul, sinon c'est la jungle, on appelle à l'échelon politique. L'Europe fait l'inverse. Elle dit, je prends tout, et ce que je ne veux pas faire parce que ça n'arrange pas mes prérogatives, je le laisse aux États adhérents de l'Union. C'est l'inverse. Tout UDF que vous fûtes, en tout cas... Oui, j'étais un UDF, oui. Pas de stricte observance, on va dire ça comme ça. Vous avez voté non au référendum sur l'Europe. Nous avons fait une campagne extrêmement active en 2005 contre le référendum, bien sûr. Oui. Et nous avons été de ceux qui se réjouissaient d'avoir vu le non l'emporter. Mais l'a-t-il emporté? Il l'a emporté dans les urnes. Alors poursuivons sur cette idée, parce que il a perdu là, la partie... on a commencé l'inconstitutionnalité au fond. Il a perdu la partie... à ce moment-là. D'une certaine manière, il a gagné de manière trop nette. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça a fait peur à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Ça a fait peur à ceux qui voulaient absolument maintenir le système européen en l'état. Je me suis laissé dire d'ailleurs qu'un certain nombre des opposants les plus farouches au traité constitutionnel étaient très contents finalement, du non, et finalement assez contents d'avoir vu le traité ratifié 3 ans plus tard au Congrès, parce que sinon ça aurait été un désordre innommable, ce que je ne crois pas. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy quelques années après qu'il a quitté la présidence de la République, 2 ans après je pense, dans ses bureaux rue
Ménil, où je suis revenu sur cet épisode avec lui. Je lui ai dit, c'est certainement une des raisons qui explique la défaite de 2012. Et il m'a dit, non, un, je ne pouvais pas faire autrement, et deux, argument que je reprends d'ailleurs dans La Voix du Peuple, deux, les trois candidats arrivés en tête au premier tour de la présidentielle de 2007, c'est-à-dire moi-même, Ségolène Royal et François Bayrou, qui rassemblaient à eux trois plus des 2 tiers des voix des électeurs français, avaient tous les trois pris l'engagement qu'ils feraient ratifier le traité de Lisbonne par le Congrès. Alors, j'entends cette... Oui, enfin, on est dans la forfaiture, tout de même. Le nom est clair, et le même texte, le nom est clair, compliqué et alourdi, et passe en catimini en 2007. 2008. Je suis d'accord. Je veux dire simplement que 2007, si on pousse à son terme la logique démocratique, et si on considère que c'est toujours la question de savoir si, quand on est élu, on a un chèque en blanc et un satisfecit sur l'intégralité des propositions qu'on défend. J'ai la faiblesse de penser que non. Et que Nicolas Sarkozy n'a certainement pas été élu sur la promesse du fait qu'il ratifierait le traité de Lisbonne. Ça m'étonnerait même plutôt. Mais voilà, c'est le combat à quel moment regarde-t-on la décision du peuple et comment on l'interprète. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que, pour sortir de cette ambiguïté, je propose dans La Voix du Peuple une règle très simple. Le président de la République, quand il entre en fonction, doit prêter serment sur la Constitution. Dans le serment qu'il prête sur la Constitution, il y a le respect intégral et absolu des décisions que le peuple français prend par référendum. L'interdiction pour le président de la République de représenter avant un délai suffisamment long un texte d'une même intention qu'un texte qui aurait été rejeté, et donc l'obligation de mettre en œuvre la décision que le peuple français a prise et a signifiée par ce référendum. S'il ne le fait pas, eh bien, il faut élargir les possibilités de destitution ou d'empêchement, parce qu'on considérera que c'est une trahison de son serment. Une forfaiture. Une forfaiture, et ça devient très simple. Voilà. Vous ne quittez pas l'UMP? Je ne quitte pas l'UMP quand ça? En 2008? Après la forfaiture. Non. Je suis un peu caustique, mais... Non, mais ça m'a même pas traversé l'esprit. Bon? Non, parce que, comment dire, on était quelques-uns d'abord à ne pas avoir ratifié la Constitution au Congrès. Il y avait là le traité constitutionnel, pardon, le traité de Lisbonne au Congrès. Donc, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas considéré qu'il y avait là quelque chose de suffisamment... un motif suffisant pour quitter le groupe dans lequel j'étais inscrit à l'Assemblée nationale. Je pensais que vous alliez me répondre différemment, Jean-Frédéric Poisson. Je pensais que vous alliez me dire, oui, mais le PCD a pris le large. Ah, le PCD n'a pas pris le large tout de suite. Ensuite, oui. Ensuite, oui. Il n'a plus été qu'un mouvement associé à l'UMP. Non, c'était dès l'origine un mouvement associé à l'UMP. Mais enfin, il a largué les amarres à un moment ou à un autre. Nous nous sommes séparés en 2011, au moment où Jean-François Copé était devenu le président de l'Union pour un mouvement populaire. Et la convention qui nous liait comme parti associé, nous avons toujours été idéologiquement, financièrement, économiquement indépendants de l'Union pour un mouvement populaire, avec lequel nous avions des accords politiques globaux, structurels, et de participation aux instances départementales. Sans lien financier? Non, nous avions des systèmes de reversion d'adhésion, mais pas de subvention, ni d'abondement. Un reversement de la quote-part d'adhésion, c'est ça, parce que la double adhésion était possible, et donc il y avait entre nous des échanges financiers qui étaient des reversements de cotisations, et pas plus que ça. Mais nous avons toujours maintenu une indépendance absolument farouche, et doctrinale, et d'activité, et d'action, et nous avons même, à de nombreuses reprises, présenté des candidats du Parti chrétien-démocrate contre des candidats de l'UMP. Oui, à un moment, d'ailleurs, l'opposition devient nette. Et je me souviens que lorsque, quelques années plus tard, en 2016, vous avez posé votre candidature lors des fameuses primaires à l'investiture de la droite pour les présidentielles de 2017, vous avez plusieurs fois insisté sur le fait que vous n'étiez pas du tout membre de l'UMP. Vous l'avez même dit avec une sorte de netteté qui montrait qu'il y avait, vis-à-vis de ce parti, qui n'a pas été le vôtre directement, mais auquel vous avez quand même été associé. Puis mais j'ai non seulement été associé, j'en ai été adhérent. J'ai même été délégué de circonscription. Mais vous savez, quand on est... Il y a une forme de fidélité aussi à la parole donnée, ça a du sens, ça. Et comment dire, les désaccords, même quand ils sont profonds, ne justifient pas nécessairement des séparations avec éclat. Donc voilà, le jour où il a fallu que nous nous séparions de manière définitive, nous nous sommes séparés de manière définitive. Par ailleurs, j'étais un des grands du groupe à l'Assemblée nationale.
avec, encore une fois, mon indépendance, ma liberté de ton totale, de vote, d'écriture, ce qui m'a pas empêché de faire ce que j'ai cru devoir faire sur le mariage pour tous, sur la réforme de la loi Veil, sur des tas de textes, les révisions des lois de bioéthique, enfin, j'en passe. Et pour autant, mes collègues m'ont désigné comme vice-président de la commission des lois à l'intérieur du groupe. Ils m'ont confié la responsabilité d'une commission d'enquête sur Daesh. J'ai eu la chance de pouvoir être orateur de mon groupe sur 14 textes de loi, je crois, dans la législature, dont, excusez du peu, la transparence de la vie publique, la réforme territoriale, enfin quelques textes qui sont tout de même pas complètement anodins. Donc j'ai l'expérience, ça n'est que la mienne, mais c'est la mienne, de pouvoir maintenir intégralement une liberté de parole, de ton, d'écriture, de vote dans un groupe politique, en conservant avec ce groupe politique des liens normaux de coopération, d'estime, et je crois pouvoir le dire, de respect. Alors, dans notre prochaine conversation, nous reviendrons sur votre activité plus intellectuelle, qui, pour plusieurs de vos ouvrages que nous évoquerons, tourne beaucoup autour de la question bioéthique, des lois bioéthiques, puis ensuite de la séquence mariage pour tous, PMA, GPA, qui en découle. Et nous verrons votre œuvre intellectuelle. Restons pour les 2 ou 3 minutes qui nous restent sur ce terrain un peu politicien, puisque nous y sommes. Vous êtes candidat à la présidentielle, je le disais. Vous avez tout de même dit en 2017, très désolé que François Fillon, que vous aimez bien, je crois que vous aviez de très bons rapports avec François Fillon. Normaux, enfin, comme un porte-parole avec le candidat. Il a affirmé haut et clair sa catholicité, et évidemment, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied du candidat du PCD que vous étiez à la primaire. C'est comme ça. Mais vous avez fait sensation, hein, les 3 débats, principalement le premier, les gens vous ont vraiment découvert. Vous avez vraiment marqué votre territoire. Et là, vraiment, vous êtes devenu une personnalité politique de premier plan. Et vous avez poursuivi dans l'originalité ou l'indépendance d'esprit en refusant d'appeler à voter pour, c'est important tout de même, pour Emmanuel Macron au second tour, en refusant le Front républicain. Vous avez dit au passage à Valeurs Actuelles qu'il fallait en finir avec le cordon sanitaire. Je dois dire que c'était agréable à mes oreilles parce que j'avais tenté la même chose, non sans péril d'ailleurs. En finir avec le cordon sanitaire qui entourait le Front National. Comme chef de parti, vous avez cherché à nouer localement ou ne pas empêcher localement des alliances avec le Front National. Donc vous êtes à la fois à droite, tranquillement à droite, mais absolument pas dans cette droite qui est tentée par le centrisme, ce qui a toujours été un peu le positionnement de l'UDF. Là, vous avez quand même évolué, il y a une certaine radicalisation, est-ce que je me trompe, sur l'échiquier ou c'est la situation qui l'impose? Je pense que le drame des Républicains, autrefois de l'UMP et de l'UDF, c'est de ne pas avoir pris la mesure de la façon dont la crise a radicalisé l'électorat français. Radicalisé, j'entends, d'une certaine manière, accentuer les clivages politiques qu'il y a entre ce qu'on appelait habituellement la droite et la gauche. Ceux qui étaient de droite avant la crise le sont davantage, et ceux qui étaient de gauche avant la crise le sont davantage. Il n'y a plus de centre. C'est terminé, comme disait Alain Duhamel, que je ne cite pas souvent, et si quelques auditeurs m'en tiennent grief, je m'en excuse auprès d'eux. Le centrisme n'est pas une doctrine, c'est un tropisme de gouvernement. C'est un tropisme de gouvernement, j'ajoute à titre personnel, de pays riches. Par hypothèse, seulement et seulement s'il y a assez de production, vous pouvez vous poser la question de savoir la part qu'on consacre à la redistribution et la part qu'on consacre à l'investissement. Si ça ne produit pas assez de richesse, vous perdez votre temps. Il n'y a pas d'équilibre possible, donc il n'y a pas de centrisme possible. Donc ça s'arrête. Donc cette idée de faire la course au centre alors que le centrisme est devenu impossible est une folie. Et pourtant, la moitié des partis politiques sont plus ou moins liés à ce qu'on peut appeler le centre. Ils sont devenus sociodémocrates, redistributifs, beveridgiens, enfin tout ça. Ok, mais ce que je vois, j'ai fait d'ailleurs l'exercice, je crois que c'était au 2e débat de la primaire, je ne sais plus lequel c'était. J'ai sorti de mon dossier, j'avais apporté avec moi, la plateforme RPR-UDF des législatives de 1993. C'était plus droitier que le programme du Front National d'aujourd'hui. Vous allez me dire que je ne sais pas ce qui reste de droitier dans le programme du Front National d'aujourd'hui. Le Front National, oui. Mais très franchement, enfin, tout y était. Oui. Tout y était. Y compris sur l'immigration. Ah, mais d'abord sur l'immigration, sur la justice, sur la sécurité. Enfin, il y avait. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté fidèle à cette ligne politique-là, au fond?
C'est le pari qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007 et qui lui a fait gagner l'élection présidentielle, c'est-à-dire une espèce de retour à ce qui faisait le corps. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas ainsi qu'il a gouverné, du tout? Ah ben je suis bien entendu, c'est ça le problème. En tout cas, sa campagne, c'était ça. Et celle de 2012 était encore plus conservatrice que celle de 2007 quand on regarde les choses de manière un peu attentive et précise. Celle de 2012, il l'a perdue, on ne saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce centre de gravité qui était celui des formations politiques de droite parlementaire de l'année 93, eh bien, ces formations politiques s'en sont écartées. Et nous sommes, nous, au Forum des Républicains Sociaux, puis Parti chrétien-démocrate, puis maintenant VIA, restés sur le même axe. Conservateur, vous disiez à l'instant. Nous sommes conservateurs, nous sommes des socio-chrétiens. S'il faut nous classer à droite ou à gauche, je suis un peu gêné parce que quand on s'occupe des affaires de bioéthique, alors on est plutôt conservateur, donc de droite, c'est une bêtise. Enfin, c'est comme ça que pour aller vite, les gens disent. Mais quand on s'occupe, comme Christine l'a fait avant moi et que j'ai continué, du sort des détenus, du sort des toxicomanes, des questions de handicap... La droite peut être sociale, elle l'est depuis le comte de Chambord au 19e, hein, et monarchiste d'ailleurs. Elle l'était au moment du comte de Chambord, c'est sans doute d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'a peut-être pas été non plus investi, parce qu'il y avait des intérêts... Il était vraiment très social. Ah mais j'ai lu les lettres... Y compris la participation... Oui, j'ai lu les lettres que Chambord a envoyées c'est pas la gauche, ça. Non, c'est pas la gauche, mais... Ne confondez pas la gauche et l'esprit social, quand même. Je ne confonds pas ça, je dis que la lecture du paysage politique tel qu'elle est faite, vous vous occupez des détenus. D'ailleurs, en disant ça, je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditeurs et des téléspectateurs ne vont pas être contents du tout. Si vous vous occupez du sort des détenus, vous êtes un afro-laxus, donc vous êtes de gauche. Un chrétien doit le faire. Non, mais c'est un homme politique doit le faire. Oui. Oui. Est-ce que sur ce point, une phrase, parce que ce sont des sujets qui tiennent à cœur. 2 phrases. La première, je rappelle que dans l'Évangile qui m'est cher, il est écrit qu'une des œuvres de la miséricorde, c'est d'aller visiter ceux qui sont en prison. Premier élément. Deuxième élément. Au moment où nous parlons, plus de 98% des Français, des gens qui sont incarcérés aujourd'hui, sortiront de prison. Plus de 98% des détenus actuels sortiront un jour de prison. Sur ces 98%, plus des 3/4 sortiront dans moins de 3 ans. Autrement dit, si vous ne vous occupez pas d'eux pendant qu'ils sont en prison, si vous leur faites subir des conditions qui sont dégradantes, qui sont indignes, et j'invite qui que ce soit à visiter des prisons, j'ai fait cet exercice quand j'étais parlementaire, je peux vous garantir que ça ne donne pas du tout envie d'y aller, même s'il y a la télécouleur dans chaque cellule. Si on leur fait vivre des vies qui ne leur donnent aucun espoir de réinsertion, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre que de la récidive? Et s'ils récidivent, contre qui récidive-t-il? Contre l'intérêt de qui récidive-t-il? Contre l'intérêt de la population. On va revenir dans notre prochaine conversation. Donc il faut s'en occuper. Sur l'aspect plus philosophique de votre activité, vos ouvrages, les questions de fond, les questions bioéthiques, sur votre programme. Et peut-être qu'on commencera, si vous le voulez bien, dessiner notre dernière conversation, la 5e. On reviendra sur ce qui fut une lointaine préoccupation pour vous, le distinguo, le critérium de distinction de la droite et de la gauche. Car finalement, c'est une autre question qui parcourt votre vie, en tous les cas votre vie d'homme politique et de parlementaire. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci à vous.